Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va enfin parler de Rebecca au château du Carvelt. Enfin parler, c'est pas tout à fait exact étant donné que j'ai fait un reportage d'1 heure dessus. Mais en tout cas aujourd'hui on va enfin analyser cette pièce et parler plus que de l'envers du décor comme j'ai déjà fait. Vraiment cette fois parler de la pièce en elle-même, voir un peu ce que le résultat final vaut finalement. Voir aussi un peu ce que moi j'en ai pensé à titre personnel et ce que j'ai retenu de cette pièce. Rebecca, c'est une pièce dont j'ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, que ce soit la version anglaise qu'ils ont faite ou la version originale que j'avais été voir à Vienne. Je vous conseille de voir cette vidéo là. Mais bon, parce qu'ici on fait les choses bien, je vais quand même faire un petit mini résumé. Donc Rebecca, ça raconte l'histoire de Jo qui est dame de compagnie d'une riche américaine nommée Mrs. Vanoper qui, lors d'un voyage à Monte Carlo, va rencontrer Maxime de Winter, veuf depuis peu, ayant perdu sa femme, la fameuse Rebecca. Mais les deux vont se lier d'amitié, et même plus que ça, ils vont se lier d'amour puisque Maxime va finir par demander Jo en mariage. Elle va bien évidemment accepter et va ainsi devenir la nouvelle Mrs. de Winter, donc la remplaçante de Rebecca, ce qui n'est pas du tout à son avantage parce qu'une fois arrivé à Manderley, le domaine qu'habite Maxime, tout le monde va passer son temps à la comparer à Rebecca, particulièrement Mrs. Denver qui a l'air obsédée par Rebecca, mais n'est-ce vraiment qu'une obsession? C'est ce qu'on verra tout au long de la pièce, qui va nous faire petit à petit découvrir l'importance qu'a eu Rebecca sur Manderley et ce qui s'est vraiment passé au moment où elle est morte et qui était vraiment Rebecca au final. La pièce parle de Rebecca, mais Rebecca c'est qui? C'est ce qu'on va apprendre au travers des yeux de Jo qui va devoir du coup surmonter toutes ces épreuves qui fait qu'elle doit remplacer la fameuse Rebecca. Alors ne perdons pas plus de temps, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par la mise en scène. Le premier truc qui saute aux yeux, le décor de Rebecca qui était vraiment impressionnant, un de ceux qui m'a le plus impressionné de toutes les pièces que j'ai pu voir au Carvelt. Donc on a déjà deux escaliers sur le plateau, un sur la gauche comme s'il était taillé dans la pierre et un autre plus ou moins au milieu du plateau qui fait office d'escalier clairement d'intérieur en effet marbre. Je me demandais vraiment comment ils allaient faire au festival bruxellois parce que dans le décor original de Rebecca on a ce grand escalier au milieu du plateau qui est vraiment emblématique à Rebecca, l'escalier qui peut se tourner pour représenter les différents endroits, les différentes pièces, parce que même si on reste principalement à Manderley, au début on est à Monte Carlo, il y a des passages qui se passent à l'extérieur de Manderley, dans plusieurs pièces de la maison, et là au festival bruxellois on est en extérieur, donc il y a plein de choses qui pouvaient pas être faites, mais là même s'il tourne pas, on retrouve ce fameux escalier, et c'est un décor très bien pensé, parce que même si ça bouge pas, il permet quand même de représenter assez bien les différents endroits. Par exemple l'escalier tout à gauche, je disais qu'il était comme taillé dans de la roche, dès qu'il y aura des passages à l'extérieur, les personnages se mettront à gauche, il y aura les spots à gauche et ça marchera très bien. Et c'est comme ça globalement pour tous les changements d'endroit. Je trouve que le décor est vraiment très efficace et fait très bien le taf pour représenter tous les endroits dans lesquels les personnages vont aller durant la pièce. Telle scène ils sont à cet endroit là, on rajoute ces accessoires-ci, on met la lumière de telle manière et ça fait le taf. T'as l'impression d'être dans une autre scène et c'est comme ça à chaque fois dès que ça change d'endroit, le plateau fait tout à fait le taf pour nous transporter ailleurs malgré le fait qu'il n'y ait pas réellement de changement de décor. Ces changements de lumière, la lumière qui est incroyable, enfin vraiment elle fait un taf de folie. Tous ces différents accessoires qui sont amenés avec une fluidité aussi parce que ça change plusieurs fois d'endroit, mais il faut aussi noter les transitions entre tous ces endroits, il faut que ce soit quand même assez bien fait et là les transitions elles se font toujours très fluidement. On passe de l'hôtel à Manderley, c'est le personnel de l'hôtel et le personnel de Manderley qui vont amener ou enlever différents éléments de décor et ça se fait de manière très naturelle en fait. T'as pas l'impression que les gens vont sur scène parce que on doit déplacer des trucs donc on va venir habiller en serviteur comme ça fait le taf. Non, on voit vraiment que les personnages sont là sur scène et pas les comédiens et qu'ils ont pour mission d'enlever ça, ça fait partie de l'histoire et de cette manière là chaque transition entre toutes les scènes est vraiment admirablement bien gérée, notamment grâce aux comédiens, mais bon on reviendra sur eux un petit peu plus tard. Là on va se concentrer surtout sur le reste de la mise en scène. À part ce grand escalier il y avait un autre truc qui était vraiment très emblématique dans la pièce originale, c'est bien évidemment la chambre de Rebecca, mais plus que ça, c'est les murs du fond de la chambre de Rebecca, bon, qui ne sont pas les murs du fond que de la chambre de Rebecca, qui sont les murs du fond de tout Manderley. C'est des espèces de grands panneaux qui peuvent se déplacer pour représenter les différentes pièces et leur particularité, ce qui fait qu'ils sont si mémorables et si emblématiques, comme j'en avais parlé dans ma première vidéo sur Rebecca, c'est qu'ils sont recouverts d'une sorte de motif par lequel il y aura un jeu de transparence avec la lumière, et ça c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué dans Rebecca, c'est vraiment ce jeu de transparence qu'il peut y avoir grâce à ces
panneaux et qui donne vraiment une ambiance très particulière à la pièce. Et là on retrouve ça également au Festival Bruxellon. On a ces mêmes panneaux, ces mêmes murs avec ces motifs là. Et pareil, un jeu de transparence derrière qui au début se fait pas ressentir tout de suite. Et puis après, à un moment en particulier, pour créer justement l'effet de surprise et l'effet waouh, on a de la lumière qui apparaît derrière les panneaux et on voit tout un jeu de transparence. Bah déjà c'est magnifique, ça va très bien avec le décor, ça met une vraie ambiance. Mais c'est un vrai hommage à la pièce de base. On voit que le Festival Bruxellon, à chaque fois, ils veulent vraiment réinterpréter les œuvres qu'ils traitent, mais tout en restant vraiment dans le respect de l'œuvre originale. Ils peuvent pas garder exactement la même chose, aussi emblématique soit-il, parce que c'est pas la même production, c'est pas le même endroit. Il y a des choses qui sont pas faisables et ça ils en ont tout à fait conscience. Ce qu'ils gardent, ils le gardent, mais à leur manière pour faire en sorte que ça marche avec leur propre mise en scène. Ils se réapproprient vraiment les codes de la pièce originale et ça marche quoi. Et à ce niveau-là, le décor n'est pas la seule chose qu'on peut retrouver, ça se ressent aussi dans les chorégraphies. Donc c'est un spectacle dans lequel il y a pas mal de chorégraphies, que ce soit dans l'œuvre originale ou ici au Festival Bruxellon. Et les chorégraphies, c'est vraiment un truc particulier de la plupart des œuvres de Kunst Elivet. Par exemple, j'en parlais dans Elisabeth, dans la version originale. On a des chorégraphies très robotiques à certains moments. C'est pas juste ça danse pour faire des jolis tableaux. Les danses veulent dire quelque chose et elles ont un petit côté, une petite touche originale un peu particulière. Et c'est le genre de chorégraphie qu'on retrouve également dans Rebecca. Et ben là, ces chorégraphies là, on les retrouve également au Festival Bruxellon. Bon, quand je dis on les retrouve, ça veut pas dire on retrouve exactement la même chorégraphie avec les mêmes pas. Bien évidemment que non. Comme pour les décors, ils se sont réappropriés les codes des chorégraphies de Rebecca, adaptés à leur ensemble, leur mise en scène. Je vais donner quelques exemples par-ci par-là qui m'ont marqué. Par exemple, la première scène qu'on voit à Manderley, juste avant que Maxime et je n'arrivent, pour nous présenter un petit peu le manoir, on voit tous les serviteurs qui font leur ménage, etc. Mais ils font leur ménage en chantant et dansant. Et là, ils ont une chorégraphie presque militaire. Il y en a qui vont dans un sens pendant qu'il y en a qui vont dans l'autre, mais avec toujours un petit truc qui va nous surprendre. Par exemple, ils marchent comme ça très droit et puis d'un coup, hop, un petit déséquilibre et ça part dans l'autre sens. C'est super satisfaisant à regarder parce qu'évidemment ça matche super bien avec le rythme de la chanson, mais c'est aussi cohérent avec tout ce qui se passe, hein. Juste après, toujours dans cette même scène, on a Madame Denver qui descend et pendant que t'as tout le monde qui nettoie, etc. Ils sont tous un petit peu excités de voir la nouvelle Madame de Winter. Elle a pas vraiment hâte, hein, seulement qu'on puisse dire. Et il y a un moment comme ça où il y a cet ensemble qui sont tous dispersés au milieu du plateau, qui font leur chorégraphie pendant que Madame Denver reste là, impassible comme d'habitude. Et puis d'un coup t'as ce groupe qui va se diviser en deux, toujours avec ces mêmes pas, ces mêmes petits trucs en plus qui fait que c'est dynamique et agréable à regarder. Et d'un coup ils se divisent tout naturellement. On voit vraiment que c'est par là que les serviteurs doivent aller, que ça fait partie de leur travail, de leur métier, que ça fait partie de leur nettoyage. Et ça ouvre presque comme une haie d'honneur à Madame Denver qui va alors tourner le dos au public et avancer entre eux tout naturellement, comme si c'était pas une chorégraphie en fait, comme s'ils étaient chacun en train de marcher et pendant qu'il y en a un qui va par là, l'autre passe et c'est presque normal. Et c'est tous des petits trucs comme ça qui donnent vraiment un effet waouh à la chorégraphie. Toujours dans cette même scène, un peu avant que Madame Denver arrive, juste après leur petit déséquilibre, que le groupe se soit divisé en deux. Je crois qu'ils sont dans leur pas militaire bien casés les uns en quinconce des autres et puis d'un coup tu te rends compte qu'ils sont plus du tout placés de manière chorégraphique, qu'ils sont chacun à leur tâche. On a un qui va poussiérer une statue, quelques-unes autres qui vont être au sol en train de nettoyer et chacun comme ça à ses tâches. Et c'est vraiment là que tout naturellement, tout fluidement, la chorégraphie les amener. Tout ce qui fait que les chorégraphies dans les pièces de Kunst Elivet sont si mémorables, on retrouve ça au Carvels mais sans que ce soit la même chose. Et puis ça a une réelle signification, c'est pas juste ah c'est satisfaisant à regarder, on va faire les gens danser comme ça, bah non, c'est logique que les personnages font ces gestes là, c'est pas juste qu'ils sont en train de danser, ils sont en train de vivre leur vie en fait, et c'est comme ça à chaque scène. Là je me suis un peu attardé sur la première scène à Manderley, mais vraiment je pourrais faire ça sur chacune des scènes. Par exemple lors du Femme Bal de Manderley, là la plupart des personnages de l'ensemble sont des invités de la haute société anglaise. T'as un moment dans les paroles où ils disent en temps normal on est tellement sinistre qu'on peut s'accorder des bêtises, et donc là alors qu'ils étaient tous au départ à faire une petite danse en couple, et quand ils disent en temps normal on est tellement sinistre, au moment où ils disent sinistre ils font un peu des grimaces comme ça et ça surprend et ça marche très bien avec le tout. Un peu plus tard dans cette même scène, au moment où Mrs. Van Hopper arrive et elle fait sa petite chanson I'm an American Woman, là on est dans des trucs beaucoup plus grandiloquents avec des portées et tout ce genre de choses, et c'est super parce que c'est varié, ça en met plein la vue, hein. La chorégraphie de Madame Van Hopper, je crois que c'est une des scènes où le public en a le plus eu plein la vue parce que c'est très exubérant, etc., etc. Que Mrs. Van Hopper elle se fait porter dans tous les sens et qu'elle continue à chanter comme si de rien n'était, donc ça c'est impressionnant. Donc non seulement les chorégraphies sont variées mais c'est aussi cohérent avec le personnage de Madame Van Hopper et avec ce qu'elle raconte. Pareil un peu plus tard lors de la scène des débris, une scène lors de laquelle un bateau va s'échouer sur la baie de Manderley parce qu'ils ont confondu la baie avec le port, et donc là c'est gros bazar, on a tout un groupe de villageois qui se disent ok il y a eu un naufrage, on va en profiter pour essayer de récupérer un max d'objets de valeur du bateau qui s'est noyé, et donc on a cette ambiance très glaçante, très oppressante, tout le monde se dispute pour avoir une part du butin pendant qu'il y a Jo qui cherche Maxime parce que c'est un peu le drame là qui se passe, enfin voilà, c'est un peu le bazar partout. Pendant ce temps il y a Favel, le cousin de Rebecca,
Rebecca, un peu un des antagonistes de la pièce, si je peux dire les choses comme ça. Un gars, voilà, il n'attire pas vraiment la confiance, on voit qu'il est un peu fuineur. Et donc on a un passage comme ça où t'as tous les villageois qui sont là avec leurs débris, un truc où ils sont assez proches du sol, les genoux pliés, le dos voûté, un peu comme s'ils voulaient vraiment garder leur butin, où ils vont d'un côté et puis de l'autre. Un balancement qui évoque un petit peu les vagues de la mer qui font s'échouer les navires, hein, justement. Et puis d'un coup, alors qu'ils sont dans ce balancement, tu vas avoir un pas de bourré qui va arriver de nulle part. Ça va vraiment dynamiser la chorégraphie, mais c'est encore une fois un pas qui est pas là par hasard, parce qu'à ce moment-là dans la chanson, ils disent un truc spécifique, tous les bijoux sont à saisir, l'épave est à nous. Ça montre leur détermination, l'épave est à nous, les bijoux sont à nous, on aura une part du butin. Et au milieu de tout ça, on a Favel justement qui va fouiner, et donc on a le personnage de Favel qui est vraiment intégré à cette chorégraphie, mais en faisant lui-même un peu sa propre chorégraphie, parce que tout l'ensemble est là pour une raison précise, lui aussi, mais c'est pas la même raison que la raison de l'ensemble. Mais encore une fois, les deux groupes font partie d'un même tout qui est cohérent. Quand l'ensemble va s'écarter, on a Favel qui va se reculer comme ça avec un air un peu menaçant, puis d'un coup il va se réavancer, et tout fonctionne, c'est génial. La signification elle est super, le visuel il est super. Allez, un dernier exemple pour la route, après promis on arrête, mais je pourrais analyser comme ça en détail chaque scène pendant des heures. Le passage de la première rencontre de jeu avec Béatrice et Gilles, donc Béatrice qui est la sœur de Maxime et Gilles le mari de Béatrice. C'est lors d'une chanson un petit peu comique, un peu nonchalante que Gilles et Béatrice chantent pour faire connaissance avec la femme de Maxime qu'ils viennent juste de rencontrer. Et pour accompagner cette chanson, ils font une petite danse, Gilles et Béatrice, voilà, ils se tiennent la main, puis ils avancent, ils reculent, et ben voilà. Petit truc assez sympathique qui montre bien le caractère des deux personnages et leur relation entre eux. Et à la fin, ils vont se retrouver chacun de part et d'autre de jeu, lui tendent la main, et là, ils vont se mettre à faire leur chorégraphie. D'abord tous les deux, chacun d'un côté de jeu, et puis jeu va se mettre petit à petit à danser avec eux et à faire la chorégraphie avec eux. Voilà, c'est très chouette, c'est très sympathique, ça donne bien, ça matche avec la chanson, mais surtout ça signifie énormément. Ça signifie que jeu qui au début est pas du tout à l'aise d'être à Manderley, et là du coup elle rencontre un membre de la famille de Maxime, famille qui l'impressionne un petit peu d'un premier abord. Elle est d'abord pas tout à fait à l'aise avec eux, et puis elle se rend compte qu'au final Béatrice et Gilles c'est des gens assez sympathiques, assez tranquilles, et donc voilà, petit à petit elle les rejoint dans leur chorégraphie, elle prend confiance, elle se lie d'amitié avec Béatrice, et tout ça, tout ce que je viens de raconter et qui aurait pu prendre des heures de dialogue, là avec une chorégraphie, on a tout compris. Il n'en faut pas plus. À partir de là, on considère que les personnages se connaissent, s'entendent bien, et c'est bon, on y croit. Et puis même, bien évidemment, en dehors des chorégraphies, la mise en scène en elle-même fonctionne vraiment très bien. Elle fonctionne très bien, mais comme pour les chorégraphies, il n'y a pas que ça, elle est aussi très variée et très originale. On va pas retrouver les mêmes effets dans chaque scène, quoi. On a vraiment sur un truc cohérent les uns avec les autres, mais sans que ça reste toujours la même chose. Je vais donner quelques exemples par-ci par-là. Je parlais de l'effet de transparence derrière ces panneaux, etc. Il y a un passage lors de la chanson Rebecca que chante Madame Denver, une chanson magnifique mais un peu flippante, hein, parce qu'on voit que Madame Denver elle est complètement obsédée par Rebecca, hein. C'est ça tout le propos, c'est que tout le monde reste obsédé par Rebecca même si elle n'est plus là. Et donc quand elle chante Rebecca, par cet effet de transparence, on a toutes des mains qui vont apparaître derrière les panneaux, comme si la maison se retrouvait tout à coup hantée par les fantômes qu'elle aurait pu laisser derrière elle, chose qu'on n'avait pas dans la version originale. Il y avait ce chouette jeu de transparence avec les lumières, etc. Mais on n'avait pas toutes ces mains qui apparaissaient là d'un coup derrière le mur. Là on a ça, et c'est tellement flippant, c'est super angoissant. Et aussi on retrouve ce côté un petit peu histoire de fantôme qu'on a dans Rebecca de manière générale. Le fait que tout le monde parle tellement tout le temps de Rebecca qu'il y a un moment où on se dit est-ce qu'on est vraiment dans un thriller ou est-ce qu'on est dans un truc un peu science-fiction au final. Est-ce que c'est une sorte de fantôme? Est-ce qu'il y aura vraiment des fantômes? Pour le coup c'est un truc bon, par rapport à la mise en scène, par rapport au dialogue, enfin voilà, que sais-je, c'est un truc que j'ai beaucoup moins ressenti dans la version Bruxellon. Dans la version Bruxellon, j'ai pas du tout eu l'impression d'être dans un truc fantastique. J'ai vraiment eu tout le temps l'impression d'être dans un truc ancré dans la réalité. Bon, c'est peut-être parce que je connais déjà la pièce aussi, mais il y a vraiment aucun moment où une partie de moi s'est demandé est-ce qu'on serait pas dans une histoire de fantôme? Est-ce que Rebecca au final elle serait pas réellement encore là en train d'hanter Manderley? J'ai pas vraiment ressenti ça, mais bon, c'est peut-être parce que je connais la pièce aussi, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a ces mains là super angoissantes qui rappellent un peu ce côté là et qui fonctionnent parfaitement avec la chanson, hein. C'est comme si Madame Denver d'un coup invoquait les esprits de Manderley, les esprits que le passage de Rebecca à Manderley ont pu marquer profondément et d'un coup se réveiller parce que eux aussi ils appellent Rebecca parce que Rebecca a fait tellement pour Manderley, que son bref passage a tellement redoré le blason de Manderley que du coup les fantômes veulent Rebecca eux aussi. Enfin bon voilà, c'est un peu ça, un peu comme ça que j'ai ressenti. On a un autre passage, hein, pour rester dans tous mes exemples de trucs super originaux, qui est une scène entre domestiques où ils se disent tous que bon la nouvelle patronne, la nouvelle Mrs de Winter, comparée à l'ancienne, pas ouf, et donc ils sont là en mode je plains Maxime, et pendant tout ce temps là ils font chacun leur travail de domestique, ils rangent les tables, ils plient des draps, etc. Et la chanson se finit sur cette phrase: une chose est sûre, on sait tous pour
qui priait. Ça sous-entend, bah, on prie pour Maxime parce que là, il s'est mis dans la merde avec sa nouvelle femme qui est nulle. Bouh, bouge. Et au moment où ils vont dire cette phrase, ils vont tous s'installer derrière des tables qu'ils ont mis côte à côte, un grand drap qu'ils ont installé sur la table, des fleurs qu'ils ont mises au milieu, et sur le pour qui prier, sur le prier, ils se mettent tous à prendre la pause. Prier. Et là, d'un coup, on a une image du tableau La Scène de Léonard de Vinci, un tableau assez emblématique dans le christianisme. Donc voilà, prier, La Scène, et c'est un truc très chouette qu'on retrouvait pas dans la pièce originale. Toutes des petites idées comme ça qui ont été mises. Par exemple, Madame Van Hopper, pendant la fête, quand elle est là, qu'elle fait son show, bah à la fin il y a un porté, et au moment du porté, sur la note finale, il y a des confettis qui sont balancés dans le public. Enfin voilà, lors de la reprise de Rebecca, qui n'est pas chantée uniquement dans la chambre de Rebecca, contrairement à la première fois qu'elle est chantée, mais également au balcon. Dans la pièce originale, on est d'abord dans la chambre de Rebecca, puis on a ce mur qui tourne, et d'un coup on voit les personnages vraiment à l'extérieur de la chambre, à la rambarde de la fenêtre. Et bah du coup ici, si pour dans la première version, on avait un cadran de fenêtre avec des longs rideaux qui volent, parce que voilà, les longs rideaux qui volent, c'est aussi un truc très emblématique de la chambre de Rebecca. Si on avait du coup ce cadre là qui avait été installé pour la première version, dans la deuxième version, on se rend compte que les rideaux ne sont plus là, et d'un coup, au milieu de la scène, on a des rideaux qui tombent du plafond, une rambarde qui s'élève du sol, et d'un coup, ils sont plus dans la chambre, ils sont à l'extérieur de la chambre, à la fenêtre de la chambre de Rebecca, et ça on le voit pas venir, c'est waouh quoi. Puis on a aussi des jeux super intéressants avec les accessoires. Par exemple, lors du procès qui se déroule à la fin de la pièce, on pose des questions à Maxime sur la mort de Rebecca par rapport à certains trucs qu'ils ont trouvés, etc. Pendant tout le procès, on sent bien que Maxime n'est pas à l'aise avec les questions qu'on lui pose, que c'est un petit peu la panique dans sa tête, même s'il essaye de se maintenir. Et pour illustrer cette panique, on a deux accessoires, enfin plutôt deux meubles sur le plateau. La barre derrière laquelle se tient les témoins et le bureau du juge, et entre chaque question, pendant que l'ensemble chante la chanson, ce qui est une chanson un petit peu stressante, on a à chaque fois la barre des témoins et le bureau du juge qui vont changer de place et qui vont comme ça tourner pendant tout le temps du procès autour de Maxime. Et à la fin de tout ça, quand on lui pose la question qui fâche, à laquelle Maxime ne peut pas répondre, ça fait une trop grosse accumulation, on voit que Maxime il est pris au dépourvu, qu'il sait plus quoi répondre, qu'il va commencer à s'énerver. On a la musique au violon derrière qui commence à s'intensifier, on sent que tout va péter, et à ce moment là, petit à petit, la barre des témoins et le bureau du juge s'approchent de Maxime lentement. Il est complètement oppressé, autant métaphoriquement que littéralement. Et si pour le coup ce qui se passe et la signification de ce jeu avec les accessoires est assez évidente, on a aussi d'autres trucs beaucoup plus subtils. Par exemple les pots d'orchidées. Faut savoir que Rebecca dans la pièce, elle adorait les orchidées. Il y a même toute une chanson sur ce détail là, où Madame Denver compare un peu les orchidées à Rebecca, où elle disait que Rebecca, même si elle est plus là, elle est un peu toujours là parce qu'elle est invincible, et que les orchidées c'est aussi un petit peu des fleurs invincibles. Et donc les orchidées, qui étaient les fleurs préférées de Rebecca, sont un peu la personnification de Rebecca. Et pendant tout le début de la pièce, on a des orchidées dans le petit salon, et dans la version originale on a des orchidées dans le petit salon, mais uniquement dans le petit salon. Là on va retrouver ces orchidées dans la chambre de Rebecca, dans le grand salon plus tard quand on voit Joe et Maxime qui jouent aux échecs, ce qui montre que ces orchidées sont partout, dans toutes les pièces, que Rebecca est encore partout, dans toutes les pièces. Et ce n'est qu'après l'événement qui a fait que Joe ait réussi à enfin se prendre en main, à s'affirmer et à dire à Madame Denver, Madame de Winter c'est moi et plus Rebecca. Elle fait tous des réaménagements dans la maison, voilà, elle montre que c'est elle la patronne. Et ben là, après cette scène là, des orchidées, on n'en voit plus dans aucune pièce. C'est un petit détail comme ça dont on se rend pas forcément compte, et quand je disais que la mise en scène était précise, je pourrais encore m'étaler comme ça pendant des heures, mais j'en ai déjà parlé bien longuement, donc on va s'arrêter là. Si ce n'est un truc dont j'ai pas parlé volontairement, que je voulais un peu garder pour la fin, on va un petit peu revenir sur les décors. Donc voilà, je disais qu'ils étaient très pratiques, qu'ils faisaient un bel hommage à l'original, qui représentaient bien les différents endroits, qui sont très bien pensés, mais ils sont pas uniquement très bien pensés, parce que ce qui va surtout marquer dans les décors, le truc qui saute aux yeux immédiatement, c'est ces murs du fond rouge, un rouge mais oppressant, marquant. Dans toutes les versions de Rebecca, on a l'habitude de voir voilà, un décor de maison assez sobre, enfin sans rien de vraiment particulier a priori. Et puis là d'un coup on arrive au Bruxellon et on voit ces murs rouges, les panneaux par lesquels il y a une transparence rouge également, les cadres de porte qui sont complètement de travers, l'ouverture en haut d'escalier qui est un tableau déchiré, tableau qui aura son importance plus tard dans la pièce, et le cadre de ce tableau il est aussi complètement de travers, ce qui donne vraiment une impression chaotique, les trucs de travers, le rouge partout, et on se dit mais c'est assez osé d'avoir fait un truc tout rouge qui pète comme ça, parce que quand je dis que tous les murs du fond sont rouges,
ils sont tout rouges quoi, c'est du rouge. Ils sont pas là pour rien. Bon, ça a toujours été la volonté de l'histoire Rebecca, mais ils ont vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, c'est que tout se passe dans la tête de Je. Et Je, quel souvenir elle a gardé de son bref passage à Manderley, avec l'histoire de Rebecca, tout ça. C'est pas un souvenir forcément agréable, c'est des souvenirs presque traumatisants. Et tout ça, ce décor un peu chaotique, c'est comment Je se rappelle de Manderley, c'est comment elle a vécu Manderley. Elle le voyait pas comme une belle maison, un endroit de paradis, elle le voyait comme un truc dans lequel elle était enfermée, dont elle essayait de se dépatouiller. C'est sa vision à elle de Manderley. Et le fait que tout se passe dans la tête de Je, ça c'est un truc vraiment super important qu'on va vraiment retrouver dans plein d'éléments tout au long de l'histoire et qui vont vraiment faire cohérence et faire sens les uns avec les autres. Avant de passer à la suite, promis, après j'ai fini avec la mise en scène, un petit détail que j'aimerais noter, c'est qu'ils ont supprimé une scène. Comment ça? Quoi? Le festival bruxellois a supprimé une scène de Rebecca? Mais outrage, trahison, disgrâce! Et quelle scène est-ce? Quelle scène ont-ils osé supprimer de Rebecca? Cette scène, c'est la scène du voyage de noces de Maxime et Je, entre leur rencontre à Monte Carlo où Maxime lui demande sa main et leur arrivée à Manderley. On a un passage durant lequel ils sont en voyage de noces quelque part en Italie, si je dis pas de bêtises. Pendant cette scène, Maxime révèle un peu son amour pour Je, à quel point il est heureux d'être avec elle et que leur vie va être merveilleuse. Et c'est une scène dans laquelle il se passe pas énormément de choses. On a juste cette chanson avec derrière eux un panneau sur lequel sont projetés des décors, une scène un petit peu interlude. Et en fait, je devrais pas mettre de guillemets parce que c'est totalement une scène interlude. Pourquoi il y a cette scène dans l'original? Pour leur laisser le temps de changer de décor entre tout le début qui se passe à Monte Carlo et tout le reste de la pièce qui va se passer à Manderley. Mais au festival bruxellois, il n'y a pas de changement de décor. Du coup, cette scène qui de base est pas la scène la plus passionnante du monde, ils l'ont tout simplement pas mise parce que ça n'aurait pas eu de sens. Cette scène n'apporte pas grand chose et est dans l'original plus là pour but pratique. Et du coup là, ils l'ont pas mise parce que y a la scène dans l'original. Du coup, on va juste la mettre sans vraiment penser à est-ce qu'il faut la mettre ou pas. C'est ça qui montre aussi le niveau de minutie du festival bruxellois. Ils se contentent pas de refaire sans réfléchir ce qui existe. Ils décortiquent vraiment l'œuvre, l'analyse, la comprennent véritablement, compris ce qu'il faut garder et ce qu'il faut pas forcément garder parce que ça aussi c'est comprendre l'œuvre. Mais bon, il n'y a pas que dans la mise en scène que ça se fait ressentir. Alors passons enfin à la suite. On va maintenant parler des costumes. Déjà, on peut voir qu'il y a une très belle recherche sur les tenues de l'époque, les vêtements style années 20, tout ça, enfin voilà, on est vraiment ancré dans l'univers, dans l'époque de la pièce. Mais ce qu'on va aussi noter, c'est leurs couleurs. Ils sont tous dans une même esthétique, parce qu'on doit avoir des beaux tableaux, etc. Mais pas uniquement pour ça. Ils sont tous, sans pour autant se ressembler, ni être tous de la même couleur, dans la même tonalité pastel. Parce que bon, oui, voilà, il faut que tout soit assorti, parce que c'est plus joli, ça fait des beaux tableaux, etc. Mais pas que. Comme la costumière l'a expliqué dans mon reportage, il fallait vraiment tenir compte du décor tout rouge. Et il fallait du coup des costumes qui vraiment contrastent avec ce décor rouge pour vraiment bien voir les personnages. Bon, à part certains domestiques masculins qui là sont en costume noir classique, ils ont quand même une petite touche de blanc, genre leur chemise, etc. Mais sinon, globalement, tout le monde est en pastel pour cette raison-là. Même les domestiques de Manderley, leurs vestons et leurs robes de domestiques sont avec des lignes vert un peu claires, voilà, dans ce même ton pastel. Donc c'était pensé d'un point de vue technique, mais d'un point de vue signification aussi. On a ce décor rouge très oppressant qui représente le point de vue de Je vis-à-vis de Manderley. Si Je a été traumatisé de Manderley et de ce qui s'est passé là-bas, c'était pas forcément le cas ni de Maxime, ni de Béatrice, ni de Franck, l'ami de Maxime, ni de plein d'autres personnes qu'elle a pu rencontrer. Et ces costumes qui vont pas du tout être dans cette même couleur oppressante, qui vont être en pastel, qui vont se démarquer, ça montre que l'image que Je a gardée des rencontres qu'elle a pu faire, un truc totalement différent de ce qui s'est passé à Manderley. Dans sa tête, c'est pas oh c'était un truc horrible, non, il n'y a pas eu que des trucs horribles, il y a eu des gens très sympathiques qu'elle a rencontrés, il y a eu son amitié avec Béatrice, il y a évidemment son histoire d'amour avec Maxime, et on voit vraiment qu'on n'est pas juste dans le truc de oh non elle était malheureuse. Tout ça c'est très nuancé et tous ces personnages en costume pastel qui dénotent avec cette couleur pourpre qu'on a tout dans le fond, ça montre vraiment les êtres humains qu'il y avait dans cet endroit horrible. Finalement, la seule personne qui n'est pas en pastel, qui n'a pas une touche de blanc ou de couleur claire sur elle, qui se fond presque dans le décor, c'est Mrs. Denver. Et à juste titre, pourquoi? Parce que Mrs. Denver, elle a profondément traumatisé Je. Qu'est-ce qui a fait que Je se souvient de Manderley comme ça? C'est principalement à cause, oui, de Rebecca, mais surtout de Mrs. Denver, de comment Mrs. Denver ramène un petit peu Rebecca à Manderley. Mrs. Denver fait complètement partie du cauchemar qu'a été Manderley en fait. Et c'est pas pour ça qu'ils ont mis Mrs. Denver en noir. Mrs. Denver a toujours été en noir, mais il se trouve que sa tenue par rapport au décor qui a été amené au Bruxellon prend d'un coup une totale autre dimension et une totale autre signification. Je disais que la tenue de Mrs. Denver avait toujours été noire
dans toute la représentation de Rebecca. Voilà, Mrs. Denver, elle est toujours habillée full noir aussi. Bah, c'est pas pour rien, aussi parce qu'elle est en deuil de Rebecca. Mais c'est pas uniquement là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que malgré tout, le festival Bruxellon, bah, encore une fois, ils ont apporté leur petite touche personnelle. Mrs. Denver a toujours eu une broche ici au niveau des clavicules, au niveau du cou. Et ben ici, dans leur version, cette broche représente un portrait de Rebecca. Alors, personnellement, je suis pas fan qu'on mette un visage sur Rebecca. Tout le concept de Rebecca, c'est qu'elle est morte, elle est plus là. La pièce commence, elle est déjà morte, on ne la voit jamais. Et pourtant, même si elle est totalement invisible, tous les personnages ne font en permanence que parler de Rebecca. Tout le temps, à tel point qu'on entend beaucoup plus son nom que le nom de Jo, qui est le personnage principal, qui n'a même pas de nom. Le seul nom qu'on retient, c'est celui de Rebecca. Elle est un peu omniprésente, omnipotente, et le fait de mettre un visage sur son nom, je trouve que ça la démystifie un petit peu, sachant que Rebecca est un personnage fait pour être mystique justement. Mais bon, là c'est un petit portrait sur une broche, sur la robe de Madame Denver. Honnêtement, je ne dis pas que c'est un point négatif parce que personne ne le remarque. Mais alors vous allez me dire, si c'est un truc que aucun spectateur ne peut savoir, bah, pourquoi avoir mis ce détail? Même si c'est vrai que savoir que sa broche représente un portrait de Rebecca, ou même qu'il y a un portrait sur sa broche parce qu'on voit rien depuis les gradins, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Malgré tout, bah, je crois pas qu'il faille trop chipoter là-dessus. Je crois que c'est juste par rapport au développement interne et personnel du personnage. Le personnage lui-même sait que c'est Rebecca sur sa broche. Enfin voilà, qu'on soit d'un avis ou d'un autre, le fait est que Mrs. Denver a une broche avec la tête de Rebecca. Et voilà, c'est un petit truc qu'ils ont ajouté. Avant de passer aux chansons, j'ai un dernier petit détail dans le point costume. Lors du fameux bal de Manderley, on a tout l'ensemble assorti les uns les autres. Là pour le coup, il y a vraiment un code couleur qui a été respecté. C'est le noir et blanc. On est sur un truc très monochrome. Et puis t'as juste Mrs. Van Hopper qui débarque en tenue indienne, rose fuchsia, genre rose comme ça quoi. Et c'est super drôle parce qu'on voit tout le monde qui sont chacun assortis les uns avec les autres. Et puis d'un coup t'as Mrs. Van Hopper qui débarque en rose fluo. On sent que dans toute cette aristocratie anglaise, t'as la grosse américaine qui fait complètement tâche dans le tableau. Et c'est vraiment super drôle et ça va bien avec le personnage qui, même s'il est un peu insupportable, au final est assez rigolo. Mais là où il y a la particularité, encore une fois, qu'il y a au Festival Bruxellon et pas ailleurs, c'est comme je disais qu'elle a une tenue un petit peu indienne. Donc voilà, encore une fois ça dénote totalement avec le reste qui sont tous dans des robes de bal et dans des smokings. Et puis elle est là avec son truc complètement fantasy. Bah ça fait une référence au bouquin. Dans le bouquin, le bal de Manderley, c'est pas juste un bal masqué, c'est presque une soirée costumée. Et si je dis pas de bêtises, on a Gilles qui est habillé avec une tenue, je sais plus de où, mais d'une ethnicité qui n'est pas du tout la sienne. Et je me faisais une vision assez drôle du personnage en lisant ça. Et puis là, on retrouve ce truc là avec Mrs. Van Hopper qui suit un peu le code du livre en fait, qui n'est pas du tout le code de la pièce et qui du coup fait complètement tâche dans le truc. Et voilà, on est encore une fois dans le respect de l'œuvre originale. Et quand je dis l'œuvre originale, c'est pas que la comédie musicale originale, mais même le bouquin original, l'œuvre originelle même. Et c'est ce qu'Olivier me disait, qu'ils étaient vraiment repartis du bouquin tout en respectant la comédie musicale qui a été créée de base. Et ça se fait vraiment ressentir, c'est un véritable hommage à Rebecca dans sa globalité. Maintenant passons enfin aux chansons. Alors première chose, on va parler des traductions qui sont magnifiques. Vraiment, je trouve que les chansons de Rebecca, elles sont admirablement bien traduites. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment super compliqué. En effet, Rebecca a pas des chansons simples d'un point de vue technique, vocal, mais même au niveau des paroles, bon, il y a le fait que c'est en allemand, qu'il y a des expressions qu'on n'a pas, etc. C'est un peu le problème qu'on retrouve dans toutes les langues, mais à ce niveau-là, les chansons de Rebecca sont particulièrement pointues, et là, la traduction, chaque chanson, ça marchait, c'était cohérent, sans que ce soit vraiment trop réinterprété, parce qu'on a parfois des traductions de chansons qui prennent un peu trop leurs aises sur l'interprétation. Là, on n'est pas du tout dans ce truc-là, on reste vraiment très proche de l'original, mais tout en ayant su reformuler les phrases pour que ça fonctionne avec le français, et puis même avec tout ce qui se passe, avec l'ambiance qui a été créée par la suite par rapport au texte qui a été traduit. Mais ce qui fait aussi bien évidemment marcher les chansons, c'est l'interprétation. Comme pour les chorégraphies, les personnages, ils chantent pas juste les chansons, ils disent vraiment ce qu'ils veulent dire, et c'est comme ça que chaque personnage existe véritablement. Chaque personnage de l'ensemble est pas un personnage de l'ensemble, c'est chacun un personnage propre. Par exemple, imaginons, t'as Maxime et Jo qui parlent, et puis quelqu'un qui va nettoyer un lustre derrière, il va pas juste être là en train de nettoyer parce qu'il faut un figurant dans le fond qui nettoie parce qu'il soit Manderley et qu'à ce moment-là quelqu'un nettoie. Ça va être vraiment une vraie personne qui va être là à faire son travail, à nettoyer le truc en se disant ah j'ai mal au dos, ah c'est quand la pause. Et ça se ressent vraiment à chaque scène. Chaque personnage secondaire existe et vit sa vie en même temps que les autres personnages. Et quand je dis ça, attention, j'entends pas par là qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Non, bien évidemment c'est admirablement bien géré, mais c'est pas pour ça que l'ensemble se contente d'être ensemble. L'ensemble n'est pas ensemble, ce sont chacun des vraies personnes qui vivent leur vie. Et ça c'est grâce à leur jeu, que ce soit le jeu d'un personnage principal tout le temps au devant de la scène, ou le jeu de quelqu'un qui n'a même pas de nom, qui apparaît dans quelques scènes sous différents personnages parce qu'il fait partie de l'ensemble. Le jeu est à la même hauteur, la précision de chacun et chacune de ces comédiens et comédiennes est vraiment bluffante. Par exemple, quand il arrive à Manderley, on a Maxime qui
demande à l'une des domestiques comment va son labago. Et plus tard dans la pièce, bien plus tard dans la pièce, on la voit très légèrement s'appuyer parce qu'elle a un petit peu mal. Ou alors plus au début quand ils sont à Monte Carlo, on a un couple de personnes qui arrivent, l'homme pose sa valise, on a le garçon d'étage qui va prendre la valise et on voit que la valise est lourde et qu'il s'y attendait pas et du coup il veut la soulever, puis d'un coup on voit qu'il se dit oh putain c'est lourd. On a plein de petits trucs comme ça, tout le monde existe tout le temps et c'est si gai à voir quoi. Ou alors on a d'autres petits détails du type Mrs Denver qui touche souvent sa broche quand elle parle de Rebecca ou quand on entend parler de Rebecca. On a Favel qui a toujours cette petite manie de se gratter le nez quand on sent qu'il est un peu excité ou un peu stressé. Enfin voilà, on est à ce niveau de détail. D'ailleurs à ce niveau là, un autre petit détail que j'ai énormément apprécié. Merci. Alors il y avait un petit passage dans Rebecca qui m'a toujours extrêmement frustré. C'est la fin de la scène du bal de Mandarley. On a Je qui arrive dans une robe et quand tout le monde voit sa robe, tout le monde est choqué pour une raison que personne n'aurait pu anticiper. Et dans la scène originale, Maxime la voit pas tout de suite. Il y a Je qui a voulu faire exprès d'arriver en dernier pour que ce soit vraiment la sensation qu'on l'annonce Mrs de Winter et qu'enfin elle se crée une place dans la société, que quand tout le monde est là, d'un coup elle débarque avec sa robe et qu'il y a toute la foule qui la voit et qui l'admire. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais le fait est que du coup, il y a toute cette mise en scène qui est faite par Je et on a dans la version originale un des domestiques qui l'annonce. Et puis là, elle arrive en haut du grand escalier avec sa belle robe et t'as tout le monde qui est choqué. Et après que tout le monde l'ait vu, Maxime se retourne, la remarque et là d'un coup, il lui dit ah non mais va te changer tout de suite, c'est pas possible. Il se met à l'engueuler. Ce qui veut dire que quand t'as le domestique qui annonce Mrs de Winter, bah t'as tout le monde qui se retourne, sauf Maxime. Ça n'a aucun sens. On sent que c'est fait exprès que Maxime se retourne pas pour qu'il la voie après les autres pour créer l'effet surprise de oulala il remarque, parce que les autres invités ils vont juste rien dire et que Maxime qui va faire évoluer la scène et dire quelque chose. Mais du coup on voit que c'est fait exprès qu'il se retourne pas au moment où on annonce sa femme pour pas qu'il la voie tout de suite et ça n'a aucun sens. C'est un petit détail comme ça mais à chaque fois que je voyais la scène ça me frustrait terriblement. J'étais là en mode mais c'est trop bizarre qu'il se retourne pas à ce moment là. Et au festival bruxellois quand on annonce Mrs de Winter, t'as Maxime qui se retourne en même temps que tout le monde. Merci. Et sinon voilà, globalement je trouve que tous les personnages autant secondaires que principaux sont admirablement bien interprétés. Chaque comédien s'est vraiment approprié son personnage, ils ont tous fait un taf admirable là-dessus, mais tant que je parlais de Maxime, on va rester un peu plus sur lui, parce que c'est le seul qui, à mon sens, différait un petit peu de l'original. Pour moi, attention, ce que je veux dire est à prendre avec des pincettes, pour moi, ce Maxime-ci, par Jérémy Petit, était l'inverse du Maxime que j'ai pu voir dans d'autres versions de Rebecca. Alors attention, ça reste le même personnage avec le même caractère. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, quand Je rencontre Maxime à Manderley, qu'on connaît pas encore bien le personnage, la première vision qu'on a de lui, même si on sait que c'est un homme qui est en deuil, qui a perdu Rebecca, sa femme, etc., c'est un gars plutôt sûr de lui, pas vraiment nonchalant, mais toutes les choses qu'il torture sont pas forcément visibles directement. Il y a certains moments où on va le voir petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, de plus en plus torturé par certaines choses et on va comprendre que c'est pas juste un beau type qui fait de ses charmes, etc., que c'est un homme très torturé au fond. Ici, c'était complètement l'inverse, dans le sens où Maxime, on voit directement qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, Mrs. Van Hopper, qui, on va le dire, elle est relou, mais relou. Quand elle appelle Maxime dans l'hôtel pour s'approcher de lui parce qu'il est un peu connu et qu'elle aime bien avoir de bonnes relations, dans la version originale, on a Maxime qui fait quand même bonne figure en mode ah, Mrs. Van Hopper, même si on sent qu'au fond, je dirais pas qu'il l'a mépris, c'est peut-être un peu méchant, mais bon, voilà quoi, il l'estime pas spécialement. Ici, au Bruxellon, quand on a Mrs. Van Hopper qui appelle Maxime, il va se retourner, il va la regarder en mode bonjour. On voit qu'il est grave saoulé, c'est hilarant. C'est un homme torturé qui essaye de faire bonne figure mais qui a trop de choses en lui. Et caché sous tout ça, à l'inverse des autres versions que j'ai pu voir, on va découvrir en fait un homme qui, même s'il a son caractère, qui est très doux, qui est aimant, mais tout en gardant le caractère et le personnage. Et c'est ça que j'ai trouvé assez bluffant parce que c'était une totale nouvelle interprétation super intéressante. Mais on n'a pas changé le personnage pour autant. Jérémy Petit a vraiment su saisir l'essence du personnage et a proposé sa version de Maxime qui est la première fois que je le vois comme ça et qui est très juste alors que c'est complètement l'inverse. Et puis bien sûr il faut parler de Madame Denver qui comme tout le monde interprétait merveilleusement son personnage. D'ailleurs la première fois que j'ai vu la comédienne c'était sans son maquillage, sans le costume, etc. Et même si je l'avais déjà vu jouer pendant des répétitions, des filages, le rôle de Madame Denver et être dans son personnage, la première fois que je l'ai vu, mais avec tout le truc, le maquillage, enfin j'allais dire la perruque mais non c'est pas une perruque, c'est ses vrais cheveux qui sont utilisés et coiffés dans la pièce, je me suis dit mais qui est cette personne, alors que c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà parlé avant, que j'avais interviewé, que j'avais vu en répète. Interprétation incroyable de Madame Denver, surtout pour une comédienne qui n'est pas francophone à la base, qui n'a pas le même âge que Madame Denver à la base. Enfin, j'ai été bluffé, mais très honnêtement, je pourrais vraiment m'attarder sur chacun des personnages, comme je le disais. Mais pourquoi je reparle de Madame Denver alors? Par rapport à ce que Olivier me disait, que leur volonté était vraiment de faire ressentir aux spectateurs que Madame Denver était pas juste folle, qu'elle était pas folle, que c'était une femme endeuillée parce qu'elle avait perdu la femme qu'elle aimait, la femme qui était Rebecca, et que c'est un truc qui sait pas forcément toujours faire sentir dans les autres représentations, enfin dans les autres versions
version de Rebecca, et ben le pari est réussi. Vraiment, j'ai jamais à ce point ressenti l'amour de Madame Denver envers Rebecca que dans cette version au Bruxellon. Et on peut noter ce truc là dans plein de petits détails qu'il y a, particulièrement quand on a Je et Madame Denver qui parlent. Une de leurs premières interactions, c'est quand Je visite un petit peu la maison et arrive dans le petit salon où se trouve Madame Denver. Elle lui parle normalement, donc Je parle normalement à Madame Denver. Elle dit ah bonjour, voilà. Et Madame Denver elle fait vous êtes dans le petit salon. C'est ici que Rebecca écrivait ses lettres et son courrier, nanana. C'est trop bizarre parce qu'il y a tellement un décalage entre Je qui parle normalement et Madame Denver, mais qui a l'air ailleurs. Déjà, premier truc à noter, ça marche très bien avec ce que je disais, le fait qu'elle est presque dans une autre dimension de la réalité que Je, qu'elles sont pas du tout sur la même longueur d'onde, comme si elles se parlaient sans vraiment se parler, qu'il y avait vraiment un décalage entre elles. Mais ça montre aussi que Madame Denver, elle est que focus sur Rebecca, que même si Rebecca n'est plus là, elle ne pense que à Rebecca en permanence. Bien sûr, on sait ça dans les chansons, on a toutes ces mains qui apparaissent derrière les murs, ou alors la scène finale de l'acte 1 où Madame Denver chante Rebecca, encore une fois, à la fin du bal de Manderley, et là d'un coup, on a tout l'ensemble qui faisait dos au public, qui se retourne et qui chante chacun Rebecca. Ils sont tous comme envoûtés. Béatrice chante Rebecca, Mrs. Van Hopper chante Rebecca, alors qu'est-ce que l'on a à foutre de Rebecca, Mrs. Van Hopper? Tout le monde appelle Rebecca, même les personnes qui sont des alliés de Je, comme s'ils étaient tous complètement sous le charme de Madame Denver, et voir certaines personnes d'un coup chanter Rebecca alors que ça n'a aucun sens, que eux appellent Rebecca, c'est terrifiant, un peu comme si Madame Denver envoûtait tout le monde. Mais l'amour de Madame Denver pour Rebecca, c'est pas que toutes les fois où elle chante Rebecca, c'est bah voilà, cette manière de parler qu'elle a tout le temps avec Je, où elle reste vraiment dans son monde, presque pour nier Je, nier le fait qu'il y ait une nouvelle Mrs. de Winter, parce que bon, Mrs. Denver, elle déteste pas Je personnellement, elle a rien contre elle. Le seul problème qu'elle a avec elle, c'est que voir Je face à elle, ça veut dire qu'une chose. Ça veut dire que si elle est là, c'est que c'est la nouvelle Mrs. de Winter, et que s'il y a une nouvelle Mrs. de Winter, c'est que c'est plus Rebecca. Voir Je, ça fait que rappeler en permanence à Mrs. Denver que Rebecca n'est plus là, c'est un calvaire pour elle. D'ailleurs, chose que ma sœur a très justement remarqué, c'est que quasiment tout le temps, Mrs. Denver ne regarde pas Je quand elle parle entre elles. La simple vue de Je est insupportable et on la voit très régulièrement alors que tout le monde s'adresse aux autres de manière normale en se regardant. Elle, ça lui coûte de la regarder et souvent quand elle s'adresse à Je ou même au personnage en général, elle regarde dans le vide, elle regarde quelqu'un qui n'existe plus, quelqu'un qui est mort, elle regarde Rebecca. Madame Denver passe sa vie à continuer à voir Rebecca et à parler à Rebecca. Enfin bon, nous voilà arrivés à la fin de cette critique en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Si vous ne le saviez pas, j'ai fait un reportage sur la création de Rebecca au Festival Bruxellon qui est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir si le sujet vous intéresse, c'est vraiment super intéressant. On voit vraiment la création de la pièce, on a plein d'interviews super pertinentes de tous les créatifs. On peut voir aussi les répétitions, comment tout ça a évolué. Enfin voilà, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir mon reportage sur Rebecca pour que vous voyez un peu plus concrètement ce qu'est cette pièce dont je parle là depuis je ne sais combien de temps. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que vous avez vu la pièce, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me donne de la force. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas le cas, si vous voulez ne rien louper pour la suite. Il y a pas mal de critiques sur les pièces que j'ai vues cet été qui vont arriver, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.